présente Stéphane Duval. Stéphane Duval, je vous présente notre public. Bonjour à tous. Donc, Stéphane, vous êtes la 6e génération d'agriculteurs de votre famille sur une exploitation de 180 hectares. Moi, je ne connaissais pas du tout ce que représentait un hectare, donc j'ai bien regardé sur Google. Apparemment, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, 10 000 mètres carrés multiplié par 180, et donc vous avez du terrain. Il faut en avoir. Voilà. Et ce terrain, ça se trouve à Averne et aux alentours d'Averne dans le Vexin. Donc, un exemple d'Averne, une ancienne photo d'Averne, voilà. Donc, tout a commencé en 1750, quand une jeune fille de la famille qui louait la ferme du château se mariait avec un jeune garçon du village qui est l'ancêtre de la famille Duval. Et voilà. Et voilà, maintenant, on va avoir une série de photos de votre famille devant la ferme, parce qu'en 1900, la famille a acheté la ferme du château. Et donc, voilà quelques photos de votre histoire, de la famille. Donc, en 1983, votre père... Oh non, excusez-moi, trompé. Donc, cette famille devient des céréalières. Vous êtes des céréaliers et en fait, les céréales que vous poussez sont des blés, orge, colza, tournesol, maïs et avoine. Et aussi, la famille élève des moutons. Jusqu'à votre père décide d'arrêter le mouton. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, s'il vous plaît? Donc, papa arrête le mouton en 1980 parce que la famille moyenne à l'époque était passée de 5 personnes à 4 personnes. Et il était sélectionneur de la race Île-de-France, race emblématique de la région, bien sûr. Et le gigot d'une race Île-de-France était trop gros. Et donc, on passait sur des races anglaises, le Snowdon, pour ne pas les nommer. Et papa a dit, moi, je suis sélectionneur de la race Île-de-France, je ne ferai pas une autre race. Et c'est comme ça qu'il a arrêté l'élevage de moutons. Donc, fidèle à la France jusqu'au bout. On est chauvin. Voilà. Vous avez raison. Et donc, malheureusement, en 1983, votre père meurt et votre mère n'hésite pas du tout à reprendre la ferme. Donc, ça doit être très compliqué pour elle et vous d'ailleurs aussi. Mais... Bah, elle n'hésite pas, c'est surtout que quelque part, elle n'avait pas tellement le choix non plus. Ouais. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent le milieu agricole, dans ces années-là, la place de la femme était déjà compliquée dans la société. Et surtout dans une activité où vous aviez que des hommes. Oui. Donc maman a eu énormément de mal à se faire reconnaître par les agriculteurs. Et aujourd'hui, ça a été fait avec beaucoup de recul. Voilà, une femme de caractère, j'imagine. Oui. Il fallait. Donc vous avez un frère et une sœur. Mais avant de mourir, votre père a exprimé son souhait que ce soit vous qui repreniez la ferme. Donc comment vous avez vécu cette nouvelle de votre père? Bah, pas vraiment bien, parce que moi, à l'origine, je voulais être mécanicien. Ah, raté. J'ai mal tourné. Et c'est vrai que papa est mort, j'avais 12 ans, et donc j'ai repris sur la ferme sur une promesse qu'il a fait à maman. Donc je ne sais pas la véracité, mais je pense que c'est vrai. Mais voilà, donc je suis parti là-dedans, et c'est pour ça qu'après, j'ai fait plein de choses à côté. Oui, donc ça a commencé avec vos études agricoles, ce que vous avez fait. Il a fallu. Voilà. Malgré cette manque de conviction, vous avez quand même fait les études agricoles. Vous avez rejoint votre mère à la ferme. Vous êtes mariés. Vous avez eu 3 enfants. Et là, on vous voit avec votre mère, vos 3 enfants, devant la moissonneuse qui venait d'être livrée. C'était la première moissonneuse. C'était une grande journée. C'était, ouais. De toute façon, l'achat d'une moissonneuse batteuse sur une exploitation agricole, c'est toujours un événement parce que c'est l'outil qui coûte le plus cher. Et qui est l'emblème de la moisson, de la récolte, du fruit du travail d'une année. Voilà, j'imagine. Et en 2005, vous prenez une décision. Laquelle et c'était quoi la décision? Alors, la décision en 2005, ça a été de se lancer à faire de l'huile première pression à froid, des huiles de graines, et on a commencé avec le colza et le tournesol, car c'était des graines qui étaient produites déjà sur l'exploitation. Et le fait de vous lancer là-dedans, est-ce que ça vous a permis d'être un peu plus en paix avec le milieu agricole?
Moi, j'ai jamais été en guerre avec le milieu agricole. Non, C'est mais surtout que le fait de réticent. ne pas vouloir forcément faire de l'agriculture au départ m'a donné une ouverture d'esprit et m'a permis de voir autre chose ailleurs et à un moment, Oui. quand il y avait besoin, de faire une autre activité pour garder la vie de la ferme. Oui, d'accord. Et donc là, je vois la vidéo démarrer. Je vous demande d'expliquer la vidéo. En fait, on a une vidéo de le processus en fait d'extraction d'huile. Donc, Oui. est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous Bah plaît? là, ce qu'on peut voir, on a l'huile qui est en train de sortir d'un côté, le tourteau de l'autre, qui est le déchet une fois qu'on extrait de la graine. Et là, en l'occurrence, on est en train de faire à partir du colza. Et en fait, les déchets sont recyclés, je crois. C'est le bon sens paysan, on perd rien. Donc Oui. les tourteaux de colza sont vendus à des éleveurs. Entre autres, le tourteau de colza part pour un élevage de moutons. On revient aux sources. D'accord. Et les autres tourteaux partent sur un élevage de vaches à viande, qui est pas très loin d'ici, à Chaussy. Super. Tout est recyclé. Ah oui. Oui, le minimum. Après, on n'est pas fini le processus là, parce qu'après, il y a une deuxième petite vidéo qui explique et démontre votre embouteillage. Oui, parce que de toute façon, une fois qu'on a pressé l'huile, l'objectif c'est comme de vendre l'huile en bouteille. Donc il faut bien remplir les bouteilles pour pouvoir les commercialiser après. Et là, c'est très artisanal. Vous êtes carrément en train de mettre vos étiquettes vous-même. Oui, bah là, C'est génial. voilà, j'ai une employée qui le fait. Là, je l'ai fait juste pour faire bien. Mais Oui, mais on est convaincus, hein. On veut quoi? donc oui, donc on fait tout à la main, c'est totalement artisanal. Voilà, c'est ça, tout est à la main. Et là, on voit le couvercle. Voilà, Le- les couvercles arrivent à côté, puis après, on a un appareil qui va nous permettre de capsuler, de fermer la bouteille. Voilà. Et vous ne manquez pas d'idées, parce qu'en 2009, vous développez encore l'exploitation. C'est quoi l'idée cette fois-ci? Ouais, en fait, l'idée, c'est que quand on a mis le doigt dans l'engrenage de la transformation, c'était de transformer des graines. Et quand on dit une ferme céréalière, 50% de la surface, ce sont les céréales et principalement du blé. Et donc, je Oui. produisais énormément de blé. Je faisais rien avec, à part le vendre à la coopérative, bien sûr. Oui. Et donc, l'idée est venue de faire de la farine nous-mêmes, écrasée sur meule de pierre. Donc, on a acheté un moulin, on s'est lancé. Et maintenant, on va regarder un petit film du moulin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce qu'on a une très belle machine. Oui, alors c'est ça. Fabriqué à la main. Ce sont des moulins autrichiens. Il n'y a plus Ok. de marque de meules en France qui soit créée. Donc c'est un moulin autrichien avec on écrase sur des meules en pierre et on va avoir une partie sur le côté qui est la partie de tamisage qu'on appelle la buterie ou le butoir. Voilà, c'est la porte que j'ouvre et en fait c'est un tamis rotatif. D'accord. Et encore, il y aura des rejets du processus. On a, non, pas le rejet. Le comment déchet, dire? alors le Les déchet, déchets. on appelle ça le son de blé. Voilà. Le son de blé va servir pour une autre activité qu'on a lancée aussi. Et cette autre activité, parce que juste quand on pensait qu'il vous manquait, qu'il n'y a plus d'idées, il L'autre y a une autre idée. L'autre activité, c'est de la location de toilettes sèches. Voilà, normal. Oui, Bon, oui, c'est normal parce que le céréalier produit des graines, on écrase les graines, on récupère des déchets et les déchets, il Voilà. faut les utiliser, c'est d'actualité. Et donc, les toilettes sèches, avec les problèmes d'eau qu'on va avoir et qu'on commence à avoir, les toilettes sèches prennent toute leur place. voilà, exactement. Et là, du coup, vous n'utilisez pas des déchets d'arbres, en fait. Le but, c'est d'éviter de couper des arbres, quand même. Bah, le but, c'est Donc. surtout, en fait, l'origine, c'est parce que comme on avait un déchet avec le son de blé, Voilà. qu'on n'avait pas assez débouché pour le vendre. J'ai bien dit plus son bon sens paysan. Donc là, Voilà. on l'utilisait pour les toilettes sèches. Donc voilà, donc ça nous amène bien au sujet du bio. Donc c'est un grand sujet d'actualité. Pourquoi vous n'êtes pas tenté d'y aventurer? Je ne suis pas du tout tenté de m'y aventurer parce que y a deux raisons principales. Je suis là pour nourrir les gens et je veux assurer une qualité alimentaire pour les gens. Il faut savoir que quand on a du bio, on ne traite pas les maladies. Et dans le blé, on peut avoir des maladies dangereuses pour l'homme. D'accord. Et une deuxième raison, c'est qu'à l'heure actuelle, pour moi, le bio, c'est du marketing.
qu'on va vendre, comme c'est bio, c'est bon. Oui. Donc implicitement, si c'est pas bio, c'est pas bon. Oui. Et ça, c'est faux. Comment? Pardon? Ça, c'est faux. Et ça, c'est faux, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, à votre avis, c'est faux? Bah, à mon avis, c'est faux parce que quand on parle de bio, on parle de comment est produit une graine. Oui. On ne parle pas des transformations qui sont faites derrière. Mhm. Moi, ma graine n'est pas en bio, mais ma transformation est entièrement mécanique. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. Mhm. Donc vous avez une huile qui a vraiment du goût et qui garde toutes ses qualités nutritionnelles. Alors que vous prenez une huile bio qui va venir d'Ukraine ou je ne sais pas où, qui peut être pressée de façon complètement chimique, Oui. et avoir une huile qui n'a aucun goût et qui n'a aucune qualité, mais qui sera bio. Oui, d'accord. On est d'accord que le bio, c'est bien démocratisé. Et avec des marques bio de grande surface, les prix pour le consommateur ont baissé. Mais les agriculteurs bio n'ont pas baissé le prix pour autant, qui sont toujours 2 fois plus chers que le fournisseur non bio. Donc, comment les grandes surfaces font-ils leur marge? Tout simplement en prenant du bio d'importation. Pourquoi le bio est cher? Parce qu'on sait que dans du bio, c'est 50% de rendement en moins. C'est prouvé, ça a toujours été, c'est comme ça. Si vous avez 50% de rendement en moins, vous êtes obligé de vendre plus cher pour pouvoir gagner de l'argent. Oui. Si vous voulez du bio à pas cher, c'est forcément de l'importation qui vient de produits, de pays qui sont beaucoup moins stricts sur le bio. Le bio français reste de très bonne qualité, mais le bio d'importation, et je suis désolé de le dire, il y a des pays où c'est vraiment une catastrophe. Et donc, si les grandes surfaces fournissent d'autres pays européens qui sont moins réglementés, comment du coup ils font leur marge? Non, c'est pas ça en fait. C'est comment du coup, en fait, les agriculteurs bio vont pouvoir s'en sortir. Les agriculteurs bio en France, pour s'en sortir, ils sont obligés de vendre en circuit court et de ne pas vendre en grande surface. Oui, voilà. Oui. Comment peut la grande distribution contrôler les qualités du bio? Alors ça, je ne sais pas du tout. Oui. Non, je ne sais pas. En plus, on se retrouve avec des situations avec aujourd'hui le label européen qui prévaut sur le label AB français, qui lui vraiment un label de qualité. Le label européen, en fait, dès l'instant qu'un produit vient en bio d'un autre pays d'Europe, dès l'instant qu'il est bio européen, si le magasin en France a la marque AB française, quand c'est la marque distributeur, le produit devient AB français, alors qu'il n'a rien du AB français. Oui, aïe. Et il y a une petite anecdote que vous m'avez mentionnée sur le transport de graines de sésame que je trouvais intéressant. Oui, alors là, on a vu ça il y a 2 ans maintenant, juste avant le Covid. Il y a eu une crise sur le sésame, parce qu'il faut savoir que pour éviter le déplacement d'insectes endémiques d'une région vers une autre, on est obligé, les transports mettent des insecticides sur les graines pour éviter que les larves amènent des insectes dans les pays. Et cela se fait depuis la crise de Chrysomèle que l'on a eue il y a une dizaine d'années, où autour de Roissy, ça arrivait par les avions et traité par insecticides par avion. Là, on s'en foutait que ce soit bio ou pas bio. On traitait parce que cet insecte-là prenait la place par rapport à d'autres insectes et ça pouvait devenir dangereux pour une certaine partie des insectes. Et donc, toutes les graines sont traitées avec un insecticide. Et il y a le 90% du sésame qui vient en Europe vient des Indes. Et les Indes sont trompées entre le traitement et l'arrosage. Et il y a des lots de sésame qui sont retrouvés avec 30 fois la dose autorisée de l'insecticide en question. Aïe. Et donc, pendant 1 an et demi, une bonne année, la graine de sésame des Indes était interdite en France parce que les douanes devaient contrôler tous les lots qui étaient arrivés, mais même les lots qu'on avait reçus avant. Et je me suis aperçu, par ces contrôles, que dans les lots que j'avais eu de sésame, j'ai eu 2 lots qui avaient été touchés. Mais on m'a dit ça 6 mois après. Donc, c'était un peu compliqué à réagir. Ah oui. Aïe. Bon, maintenant on va toucher un autre sujet. On ne peut pas parler avec un agriculteur sans y penser. Et ça, c'est les changements climatiques. Donc, est-ce que vous avez remarqué des changements climatiques? Et comment réagissez-vous face à ces changements? Alors, on voit des changements climatiques, mais ce n'est pas la sécheresse qu'on vient d'avoir là,
ou la quantité d'eau importante qu'on a eue l'année dernière. Nous, en changement climatique, on le voit sur une évolution sur 10 ans. On s'aperçoit qu'on récolte de plus en plus tôt. Avant, moi, je commençais à couper du blé pas avant le 25 juillet. Aujourd'hui, 2 années sur 3, je vais avoir fini de récolter le blé le 25 juillet. Donc, on a un climat qui est plus ensoleillé. Et ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est qu'on a des grosses périodes de pluie importantes. Nous, on dit ils ont ouvert le robinet, et après, ils ferment le robinet, et pendant 3 mois, le robinet est fermé. Donc, on a des grosses périodes de pluviométrie et des périodes de grosses sécheresses qui peuvent être embêtants. Après, nous, on s'adapte. De toute façon, on vit avec la nature, dans la nature, donc c'est elle qui décide. Oui. En fait, vous avez une attitude assez philosophe, en fait, face à ces changements. Oui, vous n'avez pas de choix. Est-ce que vous allez penser à changer vos choix de plantation pour des options moins demandeuses en eau, comme le sorgho, par exemple? Je ne sais pas s'il a l'huile de sorgho, si c'est possible de faire. Non, l'huile de sorgho serait plutôt la farine. D'accord. Sorgho, plutôt. Mais non, je regarde vraiment pas par rapport à s'il y a une plante qui consomme plus d'eau ou pas. Je regarde surtout par rapport à ma rotation, d'amener des plantes, de changer tous les ans les plantes pour pas prendre ni les mêmes nutriments, ni avoir les mêmes maladies, ni les mêmes mauvaises herbes, pour vraiment limiter la quantité de produits, même si je suis pas en bio. J'essaie de traiter le moins possible parce que je suis feignant. Mon avis, vous n'êtes pas le seul, ne vous inquiétez pas. Donc, on va passer à des photos, une série de photos de votre quotidien, parce que je trouve qu'on est très loin de clichés d'agriculteurs. On vous voit sur des marchés, on vous voit faire la farine ancienne, à la manière ancienne, on vous voit dans votre boutique. Et on veut voir négocier avec un vendeur de tracteurs. Et là, on vous voit dans votre hangar. Donc, on est bien loin du cliché de l'agriculteur dans ses bottes, dans son champ, avec le bout jusqu'à ses genoux. Comment vous vivez avec cette image, ce cliché de l'agriculteur? Est-ce que ça vous touche? Ah oui, ça me touche énormément, parce que dans le cliché agriculteur, c'est où le vieil agriculteur avec la baguette sous le bras et le béret, ou alors le gentleman farmer aux États-Unis. On n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on est des gens comme tout le monde. On fait notre métier, on est là pour nourrir des gens, on fait pousser des plantes, mais voilà, on n'a rien avec tout ça. On essaye de vivre correctement, et on a même le téléphone, l'ordinateur, on a tout à la maison. Waouh, autant! Et pourquoi alors, à votre avis, cette cliché perdure? Il perdure parce qu'il ne faut pas oublier qu'historiquement, monsieur a parlé très bien de l'histoire, historiquement, 75% de la population travaillait dans les fermes. Oui. Et donc, tout à chacun a un aïeul qui a travaillé dans les fermes, et on reste sur la photo de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu d'avant. Et c'est vrai qu'avant, c'était comme ça. On avait une agriculture qui était vivrière. Oui. Mais aujourd'hui, ce sont des métiers à part entière. Et on reste sur cette image-là, et ce serait bien qu'un jour, elle évolue quand même. Et peut-être l'amour est dans le pré, vous aide pas en plus. Aïe. Alors ça, faut pas parler de ça. Parce que ça, ah oui, d'accord. Ah non, ça, c'est sensible. Non, ça, c'est le... Non, mais on n'a pas besoin qu'on aille nous trouver des femmes. D'accord. La preuve, ma femme est là. Oui. Bon, maintenant, on va passer un petit moment, on va rêver, on va voler dans le Vexin qu'on aime tant. Le Vexin auquel vous avez contribué à transformer avec vos chants. La plus belle région de France. Bah oui. Ça, c'est votre fils. Ouais, c'est Benjamin, ça. Ouais. On reconnaît mal. 17 ans. Donc, qu'est-ce que ça procure en vous? Bon, c'était un petit film, mais mon avis, quand même, ça doit faire quelque chose, non? Ça doit faire palpiter le cœur un petit peu. Ah bah, de toute façon, moi, dès l'instant que je vois le Vexin, c'est très bien. C'est vrai? Vos yeux deviennent tout humides? Moi, je peux pas voir des immeubles et des trucs comme ça. Bon, oui. C'est pas fait pour moi. Tant que le Vexin est si beau.
Bah, franchement, heureusement qu'on a le parc du Vexin qui nous a permis de protéger notre territoire quand même. Oui. Parce qu'on avait quand même les villes nouvelles qui arrivaient très très vite. Hein. Oui. Elle est beau. C'est beau. Vous travaillez dans un très bon endroit, je trouve. Ah mais moi j'ai un beau bureau. Bah oui, c'est ça. Bon, j'ai une petite surprise pour vous quand même. Hein. Donc, j'aimerais que vous écoutez cette voix et vous me dites si ça vous pense à quelqu'un. C'est un peu un exemple parce que c'est lui qui m'a appris tout dans l'agriculture, comment on fait et les bonnes manières de faire. Et je trouve que c'est un agriculteur raisonné vu qu'il essaye toujours de créer de nouvelles choses pour s'améliorer et améliorer la ferme. Et il est toujours à chercher de nouvelles idées pour moi, je sais, pour m'aider dans le futur. C'est qui? C'est Benjamin. C'est qui Benjamin? Benjamin, c'est mon fils et c'est lui qui fait que je continue ce métier-là. Parce que j'avais pas très envie, pas forcément envie que quelqu'un reprenne parce que c'est quand même un métier où on gagne peu d'argent, qui prend beaucoup de temps, où on gagne peu d'argent et qui est assez dur quand même, faut dire ce qui est. Et je l'ai vraiment essayé de le dégoûter, mais bon, il veut reprendre la ferme. Et il insiste, hein? Oui, il a réussi à me résister. Il doit avoir un caractère fort comme vous. Hein? Oui. C'est génétique tout ça? C'est génétique, j'en sais rien, mais bon, il sait ce qu'il veut. Oui, comme votre mère. Bon, on va quand même l'inviter, nous joindre. Qu'est-ce que vous pensez? S'il veut, il peut. Allez, Benjamin. Viens nous joindre, Benjamin. Donc, Benjamin, il a 17 ans, Benjamin. À peine, il vient d'avoir 17 ans, n'est-ce pas, Benjamin? On m'entend? Oui, c'est ça. Et donc, Benjamin, raconte-nous un petit peu. Parce que papa t'a donné le choix de le suivre ou pas. Papa et maman. Papa et maman, bien sûr. Et ils ont insisté que tu continues le bac, tu fais ton bac, et après tu choisis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Et pourquoi? Pardon, non, c'est moi. Et pourquoi vous voulez suivre papa? Déjà depuis tout petit, je dis à tous mes amis, je suis né dans les tracteurs, dans les champs et tout ça. Maintenant, on en rigole, donc voilà. Et j'ai décidé de continuer dans une filière générale et pas directement m'enfermer dans un métier, parce que si dans les années à suivre, avec les difficultés économiques, on doit vendre l'entreprise ou que l'agriculteur devient très compliqué, je préfère avoir un métier pour pouvoir faire un autre métier. Même si, au fond de mon cœur, ça va me faire du mal, mais bon, je préfère quand même. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas en bac professionnel agricole, mais plutôt en bac général. Et donc, quand papa parle d'un métier qui est dur et qui est rude et qui est compliqué pour lui des moments, qu'est-ce que ça te fait? T'as quand même toujours envie, ça te... Après, pour moi, le métier qu'on fait, c'est compliqué, mais on sait que c'est au niveau de l'argent que c'est compliqué. Et moi, je me dis, je préfère faire un métier qui va me plaire toute ma vie. Peut-être pas être le plus riche du monde, mais au moins, je serais fier de ce que je fais. Nourrir les gens, c'est ce que je veux faire depuis toujours. Et au moins, je vais aider plein de monde, et ça me fait plaisir. Moi, c'est admirable. Et oui, il mérite. Et Benjamin, est-ce que tu sens qu'il y a un soutien dans le milieu agricole? Est-ce que c'est une grande petite famille? Alors moi, oui, je le vois beaucoup. Je vois plein d'agriculteurs qui sont autour de nous, on s'entraide tous. Même mon père travaille avec d'autres agriculteurs. Et par exemple, il y a plein d'agriculteurs que j'apprécie beaucoup. Quand papa a besoin d'aide à leur gare, parce que je ne suis pas là, il les appelle. Ou parfois, même quand je suis là, il les appelle. Et je trouve ça, franchement, on ne va pas voir ça dans tous les métiers. C'est vraiment les métiers où tout le monde s'apprécie. Voilà. Oui, j'imagine un milieu où tout le monde se tient et se soutient dans des moments durs, en fait.
Et donc, ça te rassure que tu vas te lancer dans un milieu où les gens s'occupent de l'un et l'autre. Hein. Ça te rassure. Hein. Oui, ça me rassure parce que je me dis toujours si on doit s'effondrer, il y aura toujours des gens pour nous relever. Après, c'est la beauté d'un métier, donc voilà. Bah oui, bah, c'est chouette. Et donc, Stéphane, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à votre fils le jour où vous lui passez les clés pour les fermes? Qu'est-ce que seraient les conseils? Je pense que le conseil le plus important, c'est le métier, il est beau, il est très bien, mais de garder toujours l'objectivité, de regarder ce qui se fait ailleurs, et de regarder comment c'est fait, et de pouvoir continuer à évoluer toujours, que ce soit sur la ferme en elle-même ou les activités à côté. Bon, super. Bon, mais merci beaucoup à vous deux. Ils sont à votre disposition pour des questions que vous pourrez avoir. Qu'il y a des questions, oui. Bonjour, moi je ne suis pas dans le milieu agricole, mais je voudrais vous poser une question. Combien de personnes travaillent avec vous? Alors j'ai eu une personne qui travaillait à mi-temps à l'huilerie. Et après tout le reste, je le fais avec Benjamin et puis les copains qui viennent m'aider. Donc les 180 hectares. Oui. Mais bon, faut pas oublier qu'avec la mécanisation, ça nous aide pas mal quand même pour arriver à travailler plus facilement. Et comme disait Benjamin, on est quand même beaucoup d'agriculteurs à bien s'entendre. Là, par exemple, j'ai récolté du maïs et comme par hasard, il se met à pleuvoir. J'ai les blés à semer et j'ai un copain qui m'a dit je vais venir semer 2 jours avec toi. Donc avec la mécanisation, vous avez beaucoup de tracteurs, beaucoup de matériel pour pouvoir vous aider. C'est ça? Beaucoup, non. J'ai 2 tracteurs. De toute façon, je suis tout seul, donc je peux en conduire qu'un à la fois. Non, mais je veux dire, bon, il n'y a pas que le tracteur, il y a d'autres appareils pour vous aider à cultiver, à traiter. Oui, parce qu'on n'a pas le choix, parce que de toute façon, on n'a pas la capacité financière d'avoir du personnel. Voilà, bon. Une deuxième question, s'il vous plaît. Pour faire vos bouteilles, vous avez besoin de quelle quantité de graines? Alors, suivant bouteille. Hein. Suivant les graines, oui, bien sûr, sur du colza, il nous faut 3 kg pour 1 litre d'huile. Et sur du sésame, il faut 2 kg pour 1 litre d'huile. Je vous remercie, c'est gentil. Une autre question? Si la question économique ne se posait pas, comment est-ce que vous aborderiez aujourd'hui votre profession, c'est-à-dire la partie un petit peu artisanale et la partie un peu plus industrielle, on va dire, avec les guillemets? Comment est-ce que vous aborderiez ça? Ça, c'était la première question. Et la seconde, en vous retournant maintenant sur votre passé, est-ce que le petit garçon de 12 ans, finalement, peut se regarder comme étant fier de ce qu'il a fait? Et deuxième chose, comment il ferait les choses autrement s'il devait effectivement, ou s'il pouvait les voir autrement aussi à partir de 12 ans jusqu'à aujourd'hui? La grande différence, c'est si papa était pas mort, quoi. Donc je serais sûrement céréalier ou je ferais mon métier de mécanicien comme je voulais faire. Après, j'en sais rien du tout ça. Est-ce que je suis fier? Oui, je l'ai fait, donc c'est bien. J'ai fait pour que la ferme perdure, pour qu'elle puisse passer à Benjamin, qui soit la 7e génération. Voilà, c'est le poids aussi de l'histoire. Et s'il n'y avait pas l'économie, peut-être que j'aurais pas fait tous ces métiers-là, parce qu'à chaque fois, j'ai fait un métier en plus. Et mon seul regret, c'est que ma femme, mes enfants m'ont pas vu beaucoup, parce que la semaine dans les champs, le week-end sur les marchés, ça laisse peu de temps pour la famille, et ce sera toujours mon plus gros regret. Une dernière petite question. Est-ce que je peux juste interrompre 2 secondes? Est-ce que Benjamin peut juste réagir par rapport à ce que son papa vient de dire sur le fait que un de ses regrets, c'est qu'il ne vous a pas vu beaucoup? Est-ce que tu as vécu ça pareil, Benjamin? On a l'impression que tu es très fier de ton papa. Moi, avant, je ne l'ai pas vécu comme ça. Parce que déjà, pour moi, il fait ça pour nous, ça je le sais.
Et aussi que j'étais tout le temps avec lui, donc il était dans les champs, j'étais avec lui, donc pour moi je le voyais tout le temps. Voilà. Oui, voilà. Pardon, excusez-moi. Je pensais que ça serait sympa d'avoir l'avis de merci. On vous voit, les agriculteurs, travailler toute l'année, et bravo. Mais en fait, et donc vous expliquez bien que vous évoluez, que vous réfléchissez, et il y a une partie après qu'on ne perçoit pas en tant qu'habitant. Vous l'avez dit une fois, vous avez cité la coopérative. Et en fait, qu'est-ce que ça fait la coopérative pour vous? Et est-ce qu'eux aussi, ils évoluent comme vous? Ah, eux, non. Maintenant, la coopérative, comme ça s'entendait à l'origine des coopératives, il y a une 50aine d'années, c'était tous les agriculteurs qui avaient mutualisé pour stocker tout leur blé à un endroit, parce qu'on n'a pas la place de tout stocker, il faut des surfaces importantes. Par exemple, sur mon exploitation, c'est à peu près, toutes graines confondues, c'est 1000 tonnes de graines produites dans l'année. Donc stocker 1000 tonnes de graines et les vendre, c'est très compliqué. Donc on vend à des organismes stockeurs qu'on appelle les coopératives ou des négoces. Et en fait, eux, après, ils font le maillon entre nous et les transformateurs. Donc, maillon que moi, je fais sauter quand je fais mon huile à la maison. Mais bon, la coopérative, aujourd'hui, c'est des gros groupes qui sont là pour gagner de l'argent, ce qui est normal, ils ont du personnel à payer et tout. Et donc, on a toujours l'impression de se faire voler par eux maintenant. Merci. Merci beaucoup.